Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Mosaïque Cristal. On est en plein été, mais vous allez frissonner de froid tout à l'heure en découvrant les images de l'hiver glacial de 1944 pendant l'opération Nordwind. Un plongeon dans le passé avec notre magazine Histoire d'Histoire. Mais d'abord le présent avec l'actu du jour. Match de gala samedi à Yplein où se disputait un derby de Moselle-Est entre l'US Forbach en maillot orange et le Sarreguemines FC en jaune. Une rencontre certes amicale, mais que chacune des deux équipes avait bien l'intention de remporter, la suprématie régionale étant en jeu. Les Forbachois étaient les premiers à se montrer dangereux dès la 3e minute de jeu. Sarreguemines parvenait aussi à se montrer offensif à l'image de cette frappe d'Adama Mbaye qui passait au-dessus de la transversale. Profitant d'une erreur défensive sarregueminoise, Samir Bounoir s'offrait un duel contre le gardien faïencier et ne manquait pas l'opportunité d'ouvrir le score, 1-0 pour Forbach à la 26e minute de jeu. Les occasions les plus franches étaient toujours pour les Oranges, qui étaient tout proches de faire le break sur coup franc. Même s'il s'agissait d'un match amical, un derby reste un derby et les contacts étaient parfois rugueux. La pluie faisait son apparition, mais les deux équipes continuaient de proposer du jeu. Dès l'entame de la deuxième période, Forbach était une nouvelle fois tout près de marquer un deuxième but. Sarreguemines se montrait également dangereux avec cette tentative de Boutargui, et c'est finalement sur coup franc que les faïenciers allaient réussir à égaliser par l'intermédiaire d'Adama Mbaye. Elle est bien passée, Près de 20 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire, qui en deviendront près de 30 en ajoutant les arrêts de jeu, insuffisant pour permettre à l'une des deux équipes d'inscrire un nouveau but. Des actions de part et d'autre néanmoins à signaler, notamment un but refusé pour Forbach en raison d'un hors-jeu, ou un coup franc sarregueminois très bien placé qui ne donnera finalement rien. Les deux équipes se sont donc quittées sur un score de parité, un but partout. Je trouve que c'était un bon match. Je suis content, je suis satisfait de mon équipe où voilà, dans ce qu'on avait demandé, ça a été plutôt bien fait. Donc satisfait du comportement de mon équipe aujourd'hui. On a joué une belle équipe de Forbach qui a montré de belles choses dans le jeu, dans les duels. Et aujourd'hui, voilà, on a été à réaction. Je pense que le résultat est plus ou moins équilibré. Maintenant, il nous faut mieux maîtriser les choses, être plus compact et être aussi plus juste un petit peu à la finition. Les deux équipes sont actuellement dans une phase de préparation pour la saison 2023-2024 et elles ne disposent pas encore de tous leurs joueurs. Elles se retrouveront cette année car ils évolueront dans le même championnat de R1 au Miris, compétition qu'elles débuteront le 26 août prochain. Sarreguemines sera opposé à Reiperswiller et Forbach à Schiltigheim. Jour de fête à Bitche, la ville accueillait la 7e caravane Moselle Terre de Jeu. Des acteurs du sport, de la culture, de la sécurité ou encore des artisans étaient réunis pour passer avec le public un moment de partage et de découverte. Petits et grands ont pu pratiquer gratuitement différentes disciplines, rencontrer des entraîneurs ou encore le champion de lutte Saïfeddine Alekma. Une journée bien remplie qui s'est en plus déroulée sous une météo plutôt clémente. J'ai fait du tir à l'arc. Et ça m'a plu. Ça va, c'était pas si dur. Bon, des fois j'ai raté, mais ça va, hein. C'est pas très dur. J'ai fait le casque virtuel, la moto, la lutte et le fauteuil pour le basket. J'ai fait du handball, du basket et du tir à l'arc et c'était bien. Le skateboard, j'en ai un chez moi, j'en avais déjà fait un peu donc c'était pas trop difficile. Et le tir à l'arc, c'était tout nouveau, j'avais jamais essayé et j'ai vraiment bien aimé. Il fallait attraper des queues, c'était des châles qu'on mettait derrière le shirt. Et du coup, il fallait s'attraper et à un moment, il y avait des finales et on faisait des équipes en fonction de ceux qui étaient le plus forts et les plus faibles. Moi, j'ai fait lutte, après j'ai fait la moto, l'échelle, tous les trucs de pompier là-bas qu'il y a. Après, j'ai fait aussi le basket sur les fauteuils. Une multitude d'activités et autant de souvenirs emmagasinés. Les enfants et adolescents se rappelleront sûrement des sensations qu'ils ont pu ressentir en voyant évoluer les champions l'an prochain lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 1993-2023. Le club nautique Lorraine existe depuis 30 ans.
Pour fêter son anniversaire, l'association a prévu un week-end de festivités les 12 et 13 août prochains à Sarreguemines. Premier moment clé, la soirée Skipper, organisée le samedi soir pour les plaisanciers. Ils pourront partager un repas dans une ambiance musicale assurée par Ben & Joe et Marie. Le dimanche, le grand public est attendu. L'inauguration officielle est prévue à 11h et à partir de 14h, de nombreuses activités auront lieu. On a quand même voulu faire une belle animation pour marquer les 30 ans, c'est-à-dire qu'on a fait venir des joutes nautiques. Les joutes, comme on peut les voir à Sète ou à d'autres grandes villes. Donc il y a une société jouteuse qui est basée à Schittigheim-Bischheim qui font les championnats de France. Donc c'est quasiment des professionnels et ils viendront de 14h le dimanche, donc 13 août, de 14h à 17h faire des démonstrations de joutes. Le public sera également invité à visiter la péniche Pauline et à effectuer des promenades en bateau. Les personnes qui le souhaitent pourront également s'inscrire pour partager un dîner au bord de l'eau en écoutant le chanteur Herbert de Lorca. Tireurs sportifs, chasseurs, collectionneurs, reconstitueurs, passionnés d'histoire ou simples curieux, tous se sont donné rendez-vous au 37e Salon des Armes Anciennes, le 12e organisé à l'Agora de Saint-Avold par le comité des fêtes de Bidin. Avec une dizaine de pays représentés et plus d'1 millier de visiteurs, c'est l'un des plus grands salons de France. Mais c'est un milieu de collectionneurs qui font... il y en a qui font des convois militaires, qui équipent pour les jeeps, les trucs. Il y en a d'autres qui font des mannequins. C'est tellement varié. Ou ils font des musées. Il y en a un là qui a un musée particulier. Cet événement international, qui connaît un énorme succès chaque année, est organisé avec le concours de l'UFA, l'Union des amateurs d'armes. Des spécialistes qui sont là pour informer les marchands comme le public de l'évolution de la législation concernant la détention d'armes, un secteur extrêmement réglementé et particulièrement strict en France. Alors, ce qu'on trouve aujourd'hui sur des salons d'armes anciennes ou les bourses aux armes, ce sont des armes qui sont en détention libre, des armes de catégorie D, soit des armes blanches qui sont aujourd'hui considérées comme des antiquités militaires, qui sont déclassées, ce qui ne nécessite aucun élément particulier pour les détenir, soit des armes qui rentrent dans une catégorie spécifique qui est celle des armes de collection, qui sont accessibles à tout un chacun sans particulièrement avoir à justifier quoi que ce soit pour les détenir, sachant que ce sont des armes antérieures à 1900 qui sont aujourd'hui obsolètes et qui ne sont pas en état de tir, pour lesquelles les munitions ne sont plus disponibles. L'UFA a aussi son propre stand et présente quelques armes qui ont un intérêt historique, comme ce pistolet à silex de luxe du début du 19e siècle, fabriqué par Lepage Moutier, une pièce exceptionnelle. Cette arme avait été commandée par l'État français pour récompenser les hauts dignitaires africains qui étaient alliés de la France à l'époque. Donc il y a eu une toute petite série d'une 50aine d'armes, autant de fusils, autant de sabres, qui avaient été commandés aux meilleurs fabricants français et qui servaient de cadeaux pour sceller des alliances avec des tribus ou des régions en Afrique, et c'était offert aux dignitaires locaux. Armes, mais aussi uniformes, décorations ou documents historiques sont présents sur 700 mètres linéaires d'exposition. Des antiquités militaires du 18e, du 19e ou du 20e siècle et quelques stands qui sortent un peu du lot, comme celui d'Alain Mercier, armurier parisien spécialisé dans les armes western, Colt, Remington et autres Smith & Wesson. Ce sont des armes authentiques. La plupart, je vais les acheter aux États-Unis et je les importe pour les vendre après, soit sur mon site internet, soit dans des bourses aux armes que je vais faire en France et éventuellement un peu à l'étranger aussi. Je pense que dans notre génération, on a beaucoup de garçons qui ont été élevés au western, à Steve McQueen, à John Wayne et compagnie, que c'est un peu rentré dans nos gènes et que l'objet représente l'histoire. Et c'est ce qui nous donne la motivation de choisir ce thème plutôt qu'autre chose, quoi. Un lieu pour échanger entre passionnés, pour acheter, pour vendre, mais le Salon des Armes Anciennes de Saint-Avold est aussi un véritable musée historique et militaire. Avant de plonger dans le froid sibérien de l'hiver 1944, voici les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps.
Bonjour à tous, demain les nuages seront nombreux, mais le temps restera sec. Température maximale de 19 à 22 degrés. Demain mardi 8 août, nous fêterons les Dominiques. Le soleil se lèvera à 6h17 et se couchera à 21h04. Très bonne journée à tous. Bon, c'est les vacances, lâchez vos écrans. Erwan, aide-moi. Je sens que ça va être long, 1000 km. Ça me plaît pas trop que la petite garde son écran pendant tout le trajet. Faut avouer aussi que ça nous évite les... Quand est-ce qu'on arrive? Je m'ennuie. Il y a machin qui m'a tapé. On pourrait faire un jeu tous ensemble. Les enfants, vous êtes prêts? Erreur, téléchargement. Bon, mon idée, ce serait d'utiliser les écrans intelligemment. On pourrait faire un blind test, par exemple. Mise à jour indisponible. Ou écouter un podcast. Ou partager un livre audio en famille, comme ça on peut tous en profiter. Je n'ai plus que 2% de batterie. Passage en mode économie d'énergie. Qu'est-ce qui lui arrive? Au secours! Ils sont non rechargés. Chérie, tout va bien. T'as fait un cauchemar. Faut qu'on prenne la route. Allez les enfants, on fait un blind test pour réveiller maman? Oui! Attention à ne pas faire des écrans une nounou numérique pendant les vacances. Vous pouvez utiliser les écrans comme des outils pour créer des vrais moments de partage en famille, grâce à des applications de musique, de podcast, de livres audio ou de montage vidéo. Les vacances en famille doivent rester des moments privilégiés pour être ensemble. Allez, encore un nouveau titre de musique traditionnelle bavaroise à découvrir. Qui va dépasser le record de 100 titres retrouvés? Quand est-ce qu'on arrive? En hiver 1944, les températures frisaient les moins 20 degrés. La neige couvrait tout le paysage et tout était gelé. C'est dans ces conditions sibériennes que le pays de Bitche et le nord de l'Alsace ont été le théâtre des derniers affrontements pour la libération du territoire français. Mais l'avancée américaine sera retardée par la terrible opération Nordwind. Explication complète dans notre magazine Histoire d'Histoire. Hiver 1944. Alors que Sarreguemines est libéré depuis le 6 décembre comme d'autres villages alentours, le front est aux portes de Bitche. Hitler lance sa dernière contre-offensive sur la France pour reconquérir Strasbourg et démontrer son génie militaire. Il sait qu'elle ne lui permettra pas de gagner la guerre, mais elle pourra retarder son échéance. C'est l'opération Nordwind. Nordwind est quelque part une opportunité pour les Allemands, puisque la puissante troisième armée de Patton, parce que Patton s'est fait toute une réputation de chef de guerre, etc., est obligée de monter vers le Luxembourg, et les Allemands savent qu'il y a un vide qui s'est fait. Donc pour eux, c'est l'opportunité. Et notre secteur, c'est la pointe nord de l'offensive Nordwind, qui en fait démarre à Blies-Gerswiller et qui va jusqu'à Wingen. La région a été libérée tout d'abord par les armées du général Patton, la troisième armée. Cette armée a réussi à rentrer en partie un peu en Allemagne, notamment dans le secteur de Bliesbruck, et s'est déclenchée à la mi-décembre la bataille des Ardennes qui a tout chamboulé. À ce moment-là, les armées de Patton ont quitté le secteur et c'est un étalement des forces américaines qui a affaibli ce front. Et ce front, ensuite, a été percé au début de l'année 1945 et les villages, en fait, ont été, en quelque sorte, certains ont été repris par l'ennemi. Les gens pensaient avoir été libérés et finalement, ce sont les Allemands qui reviennent, comme par exemple Rimlin, Bliesbruck, Obergelbach.
Voilà. Et c'est surtout à Ersching-Giederkirch qui s'est retrouvé dans un premier temps sur la ligne de front, puis après en territoire allemand. C'est un village qui a particulièrement souffert de cet état-là, de cette affaire. Lorsque Patton est parti, qu'une division américaine s'est installée ici, on s'est vite rendu compte qu'on ne pouvait plus tenir le front que tenaient les armées de Patton. L'armée américaine a décidé de se retirer à l'abri sur les hauteurs et le 24 décembre, toute l'armée américaine toutes les troupes américaines quittent Bliesbruck, créant une panique dans la population qui elle-même à ce moment-là fait ses bagages et suit l'armée dans le retrait. Et ces gens de Bliesbruck vont donc monter la fameuse Hermeskappel que tout le monde connaît. Ils vont descendre, passer dans Wieswiller et continuer leur route après sur Wittrin ou Aachen. Et pendant ce temps-là, sur la ligne de front allemande, on se réorganise, les troupes se renforcent en vue de la grande offensive. Hier in der Geisfeldhöhe, also die 6. SS-Gebirgsdivision Nord, die hat ja in Finnland mit den Finnen gegen die Sowjetunion gekämpft. Und als die Finnen mit der Sowjetunion einen Separatfrieden schlossen, mussten die Deutschen aus Finnland raus. Und dann sind sie im November, die 6. SS Nord, im November in Dänemark angekommen. Dort wurde eine Kampfgruppe gebildet, eine Vorausabteilung, die wiederum nach Pirmasens verlegt worden ist und die kamen am 30.12. hier in Pirmasens an und ein Teil dieser Einheit wurde hier in der Geisfeldhöhe untergebracht vor dem Angriff. Ja, die Offensive war ja breit aufgestellt, das ging ja quasi von 2 Brücken aus, da war die 17. Panzerdivision, SS-Panzerdivision, oder Götz von Berlichingen hat er angegriffen und das zog sich ja die ganzen nordpfälzische Front entlang, den Elsass bis an den Rhein. Und im Rhein selbst also am Oberrhein, sollte nochmal eine Armee angreifen und sollte in einer Zangenbewegung quasi den Elsass oder den Nordelsass zurückerobern. Also die Einheit, die hier in der Geisfeldhöhe waren, die haben bis 25. Januar im Nordelsass gekämpft und dann wurden sie dort herausgezogen und kamen dann an eine andere Front, weil die Amerikaner griffen ja auch von Trier aus Richtung Hunsrück an und dann wurde diese Einheit dort an diese Front verlegt. L'opération Nordwind est déclenchée pendant la nuit du 31 décembre sur la ligne de front. Les Allemands sortent des bois et se ruent sur les positions américaines. Pourquoi les Allemands sont passés à Aachen ? Aachen devait être l'offensive en direction de Diemringen. Et l'objectif des Allemands, dans un premier temps, c'était de prendre la ligne Maginot, en fait, la ligne Maginot, puisque les Américains pouvaient s'arc-bouter sur ces forteresses, sur le béton. Et les Allemands percent donc cette nuit du 3 janvier, ils percent à Aachen, ils arrivent à Aachen. Pendant qu'on se bat autour de Riemlin, Groß-Rederschin, Wölflin ou Aachen, les civils tentent de fuir les combats. Le 3 janvier, à Kalausen et Wittrin, on voit arriver les gens de Aachen. Il y a eu le déclenchement d'une partie, le déclenchement d'un départ d'une partie des gens de Wieswiller et de Wölflin lorsqu'ils ont vu passer les réfugiés de Bliesbruck. Ça a déclenché effectivement un départ aussi. Il y a une partie des gens sont restés. Alors en général, d'après les témoins que j'ai rencontrés, c'était souvent le grand-père ou le père de famille qui restait pour s'occuper du bétail, parce que les gens avaient des bêtes autrefois dans les maisons. Et donc ces gens-là sont restés. C'est eux qui ont en fait un peu vécu les combats par la suite. Les combats se bornaient surtout à du pilonnage d'artillerie de la part des Allemands dans les villages et à des allers-retours des troupes américaines qui venaient à l'arrière suite à la relève sur le front. Les gens de Wittrin voient arriver les réfugiés qui viennent de Wieswiller, Wölflin,
Et du fait de la situation critique pour les Américains, ils bloquent les routes. Donc j'ai un témoignage là-bas qui est intéressant. Hein. Le soldat américain met son arme sur la tempe du réfugié pour qu'il ne passe pas. Et finalement, les gens forcent le passage. Hein, voilà. Hein, c'est une situation dramatique pour les réfugiés, puisque normalement, ils n'ont pas à être sur les routes, voilà, d'après les militaires, bien sûr. Hein. Les civils, bien évidemment, ont fui les zones de combat et se sont reportés sur les villages qui étaient libérés. Par exemple, je prends le cas de Kalausen. Hein. À partir du 3 janvier, il y avait une centaine de familles d'évacués qui étaient donc réfugiés à Kalausen. Hein, pour vous donner un exemple, chez mes grands-parents, une pièce leur était réservée. Hein, parce que d'une part, il y avait les Américains, les Français de la 2e DB et les réfugiés venus des autres localités. Il faut quand même savoir une chose, c'est que les gens, quand ils sont partis avec leurs chariots et leurs bêtes, c'était en plein hiver, les routes étaient gelées, mais il y avait aussi des moments où ils étaient visibles par les Allemands et les Allemands leur tiraient dessus. Certains ont eu quelques tirs d'obus, quelques tirs d'artillerie, mais on s'en sont sortis quand même indemnes, parce que beaucoup ont voyagé de nuit quand même. Hein. Le 5 janvier, la 4e division blindée américaine a pour objectif de prendre la route donc stratégique Sarreguemines Beach. Et l'objectif, c'est Binin-Rohrbachler Beach. Donc le 5 janvier, en fin d'après-midi, les Américains essayent de prendre Binin par l'ouest, à revers, et se font aligner par les Allemands depuis Singlin. Et cette fameuse après-midi, ils laissent déjà 14 chars sur le terrain, dont 5 immédiatement détruits. Et le lendemain, rebelote, enfin je ne vais pas parler comme ça, le lendemain, les Américains reprennent l'offensive en direction de Singlin et perdent encore une fois 4 chars. Hein, donc voilà, on pense qu'il ne s'est rien passé chez nous, mais en fait, les troupes américaines se sont retrouvées face à un ennemi coriace. Chez nous, les opérations militaires par rapport à Nordwind s'arrêtent le 4 janvier. Aachen est libéré, Groß-Rederstein est repris dans la foulée. Mais dans le pays de Beach, enfin plutôt à Beach, la situation est plus corsée. Hein, c'est-à-dire que les Allemands ont conquis des portions de territoire qui vont rester entre leurs mains, parfois jusqu'à la mi-mars. À la mi-mars, c'est l'opération Underton qui marque donc le début de l'offensive américaine généralisée. Sachant qu'il y a eu des combats à Riemlin, à Groß-Rederstein encore par la suite, puisque des rectifications de front sont effectuées. Voilà. Et Riemlin retombe entre les mains allemandes le 9 janvier. Les principaux témoignages que j'ai en général, c'est le vécu dans le village même avec les troupes américaines, les promenades en jeep pour les gamins, certains étaient restés quand même, et il y a l'artillerie installée autour du village. Beaucoup me disent, là il y avait un canon, là il y avait 2-3 canons, il y avait des batteries ici à cet endroit-là. C'est surtout ça, les témoignages que j'ai reçus. Après, sur les combats n'étaient pas dans le village, les combats étaient dans le bois de Bisbruck qui était un peu plus loin, dans le secteur de Wolf-la-Wieswiller. Donc on entendait sans doute les bruits des combats parce que c'est franchement pas loin, mais on n'en voyait rien. Si, certaines choses qu'ont vu les gens, c'est les camions de morts, de soldats américains qui étaient empilés, gelés, parce qu'à l'époque il faisait très froid, des camions de soldats morts empilés dans les camions et qui étaient transportés, qui passaient à travers le village. Les Américains en fait avaient pour habitude d'évacuer leurs morts pour éviter que les soldats qui arrivaient ensuite prendre la relève ne voient pas de cadavres traîner, surtout de leurs hommes. Les Allemands ils les laissaient, les Américains ils les enlevaient pour montrer que l'ennemi était mort. Alors sur les morts civiles, je ne sais pas, on n'a pas trop de choses. C'est des accidents, c'est surtout par tir d'artillerie. Quand les villages étaient bombardés, parfois ça coûtait la vie à quelqu'un. Une dame qui m'a raconté qu'elle était
était jeune fille, elle chantait à la fenêtre. Il y a un obus qui a explosé pas loin. Elle a vu un shrapnel, un éclat passer à ras de son visage. Elle a échappé belle, quoi. Elle a échappé à la mort ce jour-là. Du côté des historiens américains, Nordwind a été quelque peu oublié. Parce qu'il y a eu donc cette fameuse offensive des Ardennes qui a démarré donc le 16 décembre et qui a occulté Nordwind. Donc quelques historiens s'intéressent à cette affaire. Bien évidemment, il y a des sources, mais même chez nous, les gens ne savent pas ce qui est arrivé parce que c'est complexe. On est libéré par les Américains, les Allemands reviennent. Voilà, il y a de nouveau une avancée des Alliés et c'est très complexe. Bien que ça ne concerne que quelques villages frontaliers finalement, ce ne sont pas de grandes portions de territoire, mais les gens qui habitent, qui vivent dans ces portions de territoire ont énormément souffert de cette situation. L'abandon de l'offensive Nordwind le 25 janvier ne marque pas la fin des combats dans la région, ni celui du calvaire des civils. Dans le pays de Bitche, on compte les victimes. Parmi eux, les martyrs d'Erchin marquera les mémoires. Le 23 février 1945, les bombes américaines faisaient 45 victimes, dont 23 enfants. Bliesbruck aussi reste marqué par cet hiver douloureux. La seconde évacuation du village le 24 décembre 1944 et la traversée d'un pont de fortune sur la Bliese expliquent que le village s'est reconstruit rive gauche du cours d'eau et non sur son emplacement d'origine rive droite. Les habitants redoutant sans doute de se retrouver un jour pris au piège du mauvais côté du pont. Bliesbruck, Bitche ou même Haguenau attendront le 16 mars pour être libérés. Le 20 mars, toute l'Alsace et la Lorraine sont définitivement libérées.